ravi de vous compter parmi nous pour pour ce webinaire. Ce webinaire qui fait partie d'une masterclass mensuelle que j'anime et que je vais animer aujourd'hui, cette séance, comme la dernière, avec Julien Achard, qui, Bonjour à tous. voilà, avec qui je collabore sur de nombreux projets, puisque nous avons des expertises complémentaires. Et qui vous partager avec vous sa profonde connaissance de ce qui était en train de se passer dans le commerce international, et notamment avec le sujet de la MLETR. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai un petit peu d'informations pratiques à vous communiquer. La première, c'est que si vous voyez mon pointeur en haut de l'écran ici, vous avez un bouton « Cliquez ici » pour prendre rendez-vous. Donc, ce lien est un lien vers mon calendrier, mon agenda, et il vous permettra de choisir un créneau pour fixer un rendez-vous si vous avez des questions particulières à nous poser dans le cadre d'un projet que vous menez ou suite à ce qu'on va vous présenter là, s'il y a des points qu'on pourrait éclaircir pour vous. Vous n'hésitez pas, vous cliquez, vous prenez rendez-vous. Le lien, je vais vous le remettre, vous le voyez à l'écran ici, aussi en bas de cette slide, et vous pouvez le noter pour prendre rendez-vous avec moi directement, et puis avec Julien, à qui je m'adresserai si les questions sont plutôt sur sa partie que la mienne. Donc, voilà pour ça. Je vais vous inviter aussi à utiliser le chat qui est sur la colonne de droite de votre interface, où vous pouvez taper un message, saisissez un message en bas de votre écran pour communiquer avec Julien et moi et nous poser vos questions si vous en avez, car on aura un petit peu de temps à la fin de la présentation pour prendre vos questions et essayer d'y répondre, si on peut y répondre brièvement. Et si on ne peut pas y répondre brièvement, eh bien, on prendra le temps, on prendra un rendez-vous avec vous pour approfondir un petit peu votre question et les réponses qu'on pourrait y apporter. Donc, Laurent Bernal, moi je dirige Azuli, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans la finance intégrée, la fintech intégrée. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des sujets d'innovation liés au financement, aux solutions de financement et aux solutions de paiement, donc innovantes. Soit qui sont devenues innovantes et qui sont permises par la réglementation financière qui a évolué ces dernières années pour permettre justement l'éclosion d'un écosystème innovant dans la finance, soit tout simplement par de nouveaux services qui sont intégrés dans des offres existantes, des services de paiement, des services de scoring pour du crédit, toutes sortes de services, y compris des services qui sont adossés à des blockchains pour l'utilisation de certaines cryptos, pour de la tokenisation d'actifs ou d'autres sujets où ces technologies peuvent être intéressantes. Donc, je suis spécialiste de ça avec mon cabinet Azuli qui vous accompagne sur votre transformation digitale pour la gestion de projets complexes et réglementés qu'il faut bien gérer, puisque quand c'est complexe et réglementé, c'est très structurant et du coup impactant pour toutes vos opérations. On intervient avec Azuli dans le cadrage des offres, dans les phases initiales d'un projet, au niveau de la conception des offres, la définition de l'offre elle-même qui intègre ces nouveaux services innovants et réglementés dont je viens de parler. Un cadrage réglementaire, bien entendu, puisque une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, eh bien, il faut savoir dans quel cadre réglementaire on s'inscrit et quel va être l'impact sur notre capacité à opérer ces nouveaux services. Et donc, on vous accompagne. S'il faut aller voir le régulateur, on est capable, une fois qu'on a cadré votre projet, d'aller voir le régulateur pour obtenir des réponses complémentaires ou des validations en amont de l'obtention d'une licence. On travaille aussi sur tous les parcours clients, sur l'accompagnement du changement qu'il faut prévoir à l'avance dans cette phase de cadrage. Et puis après, on passe à la phase de mise en œuvre où là, on va entamer un travail de sélection des différents partenaires et prestataires qu'il faut intégrer pour concevoir et construire cette nouvelle offre enrichie avec ces nouveaux services innovants de financement ou de paiement.
Et puis, on va pouvoir préparer toute l'intégration de ces services par vos équipes techniques ou bien vous proposer la mise en place justement d'une équipe technique composée d'un product owner et de développeurs qui vont pouvoir prendre en charge l'intégration de ces nouveaux services dans une nouvelle offre, dans votre offre existante, de façon à ne pas surcharger vos équipes techniques, votre roadmap, qui en général est assez complète pour les années qui viennent, et dans lequel il est difficile d'intégrer des nouvelles choses sans augmenter la taille de l'équipe. Donc nous, on peut intervenir comme un petit commando qui va venir s'intégrer dans votre équipe technique pour réaliser ce que vous souhaitez faire, et on vous accompagne tout le long jusqu'à la mise en marché du produit. Et là, eh bien, on peut intervenir sur des aspects marketing aussi en amont du lancement et post-lancement sur un accompagnement, une formation de vos équipes sur les processus à mettre en place pour gérer la réglementation d'une part, mais aussi le service client lié à ces services financiers que vous aurez mis sur le marché. Voilà, donc on vous accompagne de bout en bout et on dimensionne une équipe en fonction de la taille de votre projet et des besoins spécifiques de votre projet. Voilà ce sur quoi je travaille chez Azuli, avec 5 à 6 clients à tout moment que j'accompagne avec des consultants et des équipes que je forme ad hoc pour vos projets. On intervient donc sur les sujets de réglementation financière avec des experts, sur tout ce qui est KYC et onboarding, entrer en relation avec vos clients, où là aussi, vous devez faire des choix structurants qui vont impacter votre capacité de faire de l'acquisition de clients efficacement. Bien entendu, tous les parcours clients que vous devrez mettre en place online et offline pour gérer ces nouveaux services. Tous les sujets liés aux services eux-mêmes, les services de paiement et les outils de financement. Donc, la finance embarquée, qui va être finalement, on va faire rentrer la banque dans vos systèmes d'information et dans vos processus internes, plutôt que de devoir faire transférer de la donnée vers les banques. On va pouvoir aussi mettre en place des projets de monétique, donc là de cartes de paiement, qui peuvent être utiles dans plein de cas d'usage. Et puis, on en a parlé, on peut aussi mettre en place des technologies adossées à des blockchains et à des cryptos pour différents sujets et différents cas d'usage où ça peut être très, très utile. Voilà, donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Julien qui va se présenter, qui va présenter lui son expertise aussi et son offre. Vous verrez qu'il y a des petits recoupements avec la mienne. C'est pour ça qu'on arrive bien à travailler ensemble. On se recoupe un petit peu, donc on est interchangeable quand l'un ou l'autre est occupé sur un projet, eh bien le second peut intervenir. Et par contre, on a des expertises métiers complémentaires que je vais laisser Julien présenter tout de suite. Bonjour à tous, merci Laurent pour l'invitation. Je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir faire un deep dive, je dirais, dans tout ce qui est commerce international et trade finance. Mon parcours est assez simple finalement. J'ai fait 20 ans d'expérience dans la banque, plutôt dans le transaction banking, donc qui recoupe le paiement, le cash management, la gestion de la liquidité court terme, et le trade finance et la supply chain. C'est donc mon domaine d'expertise et on a pas mal de complémentarités, comme l'a expliqué Laurent, et c'est pour ça qu'on intervient aujourd'hui ensemble sur cette problématique qui va transformer, je pense, le métier du trade finance et de la supply chain. Moi, j'accompagne aussi donc plutôt des fintechs et des banques, notamment des études réalisées en correspondant banking. J'ai fait des notes de cadrage pour optimiser des moyens d'encaissement pour essayer d'éviter d'avoir du chèque et de trouver des nouvelles solutions plutôt open banking. J'organise le 19 mars 2021 avec la FTE 2024, pardon, 2024. Le Treasury Innovation Day, qui sera une rencontre en fait entre FinTech et monde du corporate. Je suis également formateur donc à la FTE et pour Dauphine sur tout ce qui est blockchain et cryptoactifs. Et j'ai réalisé quelques livres blancs, notamment sur le commerce international, où j'avais été interviewé par la Chambre de commerce internationale en 2021
Et j'ai surtout participé au groupe de travail qu'on a remis, enfin le rapport qu'on a remis au ministère de l'économie en juin dernier sur justement tout ce qui est digitalisation du commerce international. Donc sans plus attendre, je vous propose… Oui, on va rentrer dans le vif du sujet, Julien. Merci beaucoup pour ta présentation. Donc, comme vous voyez, Julien est vraiment un expert du sujet qu'on va traiter là. Et il va vous expliquer ce qu'est la Model Law, la MLETR, et quel va être son impact sur le commerce international en particulier. On va aussi regarder où se trouvent les opportunités pour les acteurs de la chaîne de valeur de ce commerce international et du traitement des informations liées aux transactions internationales. Et puis enfin, on verra comment tirer profit, le meilleur profit de cette digitalisation du commerce et ces transformations du secteur d'activité à venir. Donc Julien, je te laisse embrayer tout de suite sur ce qu'est la MLETR. Et puis avant de te passer la parole, je voudrais quand même inviter toutes les personnes présentes à nous dire dans le chat si vous savez, si vous connaissez, si vous savez ce que c'est que le MLETR ou la MLETR. Si vous avez des sujets en particulier que vous voulez qu'on adresse, eh bien, c'est le moment, il faut nous interpeller dans le chat et poser vos questions. On essaiera d'y répondre tout de suite, et puis sinon, on prendra rendez-vous avec vous pour y répondre si ça nécessite un peu d'approfondissement. Vraiment communiquer avec nous. Donc, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent le MLETR ou la MLETR, qui travaillent déjà sur la transformation digitale et l'impact de cette loi? Je vous invite à me dire oui ou non dans le chat pour qu'on sache un petit peu où vous en êtes et si vous avez des projets. Et voilà. Et Julien, on rentre tout de suite pour que tu expliques à tout le monde ce que c'est. Très bien. Merci Laurent. Donc, qu'est-ce que la MLETR? MLETR, finalement, c'est l'acronyme pour Model Law for Electronic Transferable Records. Alors, c'est un peu barbare, mais l'idée derrière tout ça, c'est d'avoir une loi type qui soit adoptée en fait dans les différents États du monde entier. Le texte a été adopté en 2017 par la CNUCID, c'est la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. Pourquoi? Pour tenir compte finalement des nouveaux usages technologiques et des bénéfices potentiels pour le développement des échanges internationaux. Dans cette loi type, il y a 19 articles. Et ce qu'elle cherche à établir, cette loi type, c'est l'équivalence fonctionnelle entre les documents électroniques et les documents papier. Elle définit également les conditions d'utilisation des documents transférables électroniques et elle pose bien sûr les principes pour qu'il y ait une adoption, une harmonisation entre les États du monde entier. Quelles sont les principales dispositions? Tout d'abord, il faut qu'il y ait une neutralité technologique, c'est-à-dire c'est la possibilité d'utiliser toute technologie de type jeton, registre, DLT. On doit être complètement agnostique par rapport au support. Ensuite, il y aura l'équivalence fonctionnelle. Peu importe le support du document, il doit y avoir une équivalence fonctionnelle pour un document transférable papier ou électronique. Sur la fiabilité, ça c'est un gros sujet de discussion. Alors, je rentrerai après dans le détail, mais la loi anglaise a adopté et ratifié depuis le 20 septembre cette loi type. Et une grande question, en fait, se trouve sur la fiabilité et notamment sur une méthode fiable. Un document transférable électronique, il faut qu'il soit reconnu par la loi. Et en fait, faut-il imposer des standards? Comment en fait être sûr que le système est fiable? Donc, c'est un des critères qui est très important. Il faut que ce soit pratique, une utilisation pratique. Peu importe si le document se présente de façon électronique ou sous forme papier, il faut qu'il soit adopté et accepté par tous, partout, n'importe quand. Donc, on peut très bien avoir un pays qui est sous forme papier, un autre qui est déjà passé à l'électronique. Il faut que ça soit assez facilement utilisable. Et il faut des reconnaissances transfrontières, l'effet juridique, la validité d'un document transférable électronique doit être reconnue en France et à l'étranger. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce qu'est la MLETR. N'hésitez pas dans le chat.
Sinon, je Voilà, continue. on voit que c'est un standard international qui vise à être implanté, pas imposé, mais au moins harmonisé le plus possible, puisque bien entendu, les transactions commerciales internationales sont transfrontalières et il faut que le système fonctionne aussi bien que le système papier aujourd'hui, voire beaucoup mieux, puisque tout va être digitalisé. Tout à fait. Alors, je vois une question, un standard de document électronique. Donc, en fait, c'est une harmonisation à travers les différents États dans le monde pour pouvoir justement avoir un standard de format électronique. Alors, justement, ça me permet de faire la transition avec le slide suivant. Aujourd'hui, le constat, c'est qu'en droit français, il n'y a pas d'utilisation de documents transférables électroniques. En effet, dans la définition du cadre général applicable aux titres transférables, on a à la fois les écrits d'un côté et la signature électronique qui sont définis dans le Code civil, mais qui ne suffisent pas à établir cette équivalence fonctionnelle dont j'ai parlé pour un titre dématérialisé et une possession de titres papier, en fait. Donc, il faudra une clarification et la possibilité d'utiliser des titres transférables électroniquement. Du coup, c'est tout le sujet du rapport sur lequel on a remis en fait nos recommandations, sachant qu'il y aura donc un changement de loi qui devrait intervenir et un décret pour que ça soit adopté. Donc, oui, une question peut-être, si tu as une idée dans le temps de quand pourrait intervenir cette modification de la loi en France en particulier. Alors, en fait, on a remis notre rapport au mois de juin, le 30 juin. On pensait que ça allait s'accélérer parce que l'Angleterre vient d'adopter depuis le 20 septembre, en fait, a transposé cette loi type en Angleterre. On pensait que ça serait à l'automne, mais vu qu'on n'a pas encore de date précise, ça sera certainement intégré à un projet de loi plus large qui devrait avoir lieu en début d'année. On pense que ça sera le premier trimestre 2024. Okay. Voilà. Donc, sans rentrer dans le détail, mais les recommandations du groupe, c'était donc d'adopter, de définir ce cadre applicable aux titres transférables. Donc, on le rappelle, les titres transférables concernés sont les lettres de change habillées à ordre, les récépissés et les varants, les polices d'assurance à ordre, les connaissements maritimes, bien sûr, les bordereaux d'AI et tout écrit à ordre ou au porteur. Voilà ce qu'on peut dire sur le champ d'application. Donc, le périmètre est assez large. Il y a du code civil, du code monétaire et financier, modification du code des assurances et bien sûr du transport. Je peux passer peut-être au slide suivant qui montre, alors c'est un petit peu petit, mais ça montre un petit peu tous les États aujourd'hui qui ont déjà adopté la loi type, la MLETR, et qui l'ont transposée au niveau de leurs États. En 2017, l'un des premiers à adopter, en 2017, c'était la loi type, en 2018, c'était Bahreïn, 2021, Singapour, Belize, Paraguay, Kiribati, donc plutôt des petits États à part Singapour, qui est très en avance sur tout ce qui est dématérialisation des documents transférables. 2022, Papouasie-Nouvelle-Guinée, pardon. Et donc, septembre 2023, adoption par le Royaume-Uni. La France devrait suivre, on prévoyait 2023, ça sera sûrement 2024. Et en ce qui concerne l'Allemagne, ils sont pratiquement prêts, et les États-Unis également. Alors, ce qui est important aussi avec l'Angleterre, c'est que finalement, il y a tout le régime du Commonwealth qui pourra naturellement profiter de l'adoption de cette loi récente. Voilà, donc on voit que c'est un processus assez long puisque les recommandations ont été émises en 2017 et qu'on est maintenant en 2023 et qu'il n'y a qu'un petit nombre de pays qui ont adopté ou transposé en fait ces normes en loi. Ça va venir, c'est en cours. Les gros pays, notamment l'Inde, qui font beaucoup de commerce dans le monde entier,
Je ne sais pas si Julien, si tu peux en parler, si tu as des infos, mais en tout cas ne figure pas sur cette liste, du moins pas encore. Et puis il y a bien entendu la Chine, où là, on a peu d'informations d'après ce que tu m'avais dit, Julien. Ouais, Si tu confirmes. exact. Exact. Alors pour revenir à l'Inde, pays du Commonwealth, si l'Angleterre adopte, ça devrait découler assez rapidement. Par contre, la Chine, très fermée, on n'a aucune visibilité sur tout ce qui pourrait se passer en Chine, en effet. Et l'idée de toutes les chambres de commerce internationales, c'est qu'en 2025, à peu près une centaine de pays auront adopté cette loi type. C'est un peu l'objectif des chambres de commerce internationales. Voilà. Et on n'a pas trop de visibilité sur ce qui se passe en Afrique non plus, à ce stade. Alors, il y a une question sur l'aérien. Alors, l'aérien, je vois que les LTA qui sont déjà plus ou moins dématérialisés. Donc, ça ne fait pas partie des documents, justement, qui sont touchés par tout ce qui est documents transférables électroniquement. Okay. Pas d'autres questions. Alors, ce que je propose, c'est de continuer. Donc, où sont les opportunités et pour quels acteurs? Alors, si on prend ce très beau diagramme de la chaîne de valeur, on se rend compte finalement qu'il y a une distorsion entre tout ce qui est flux logistique et flux financier. L'idée, c'est que finalement, à un moment donné, tout soit regroupé sur des registres peut-être communs de partage de documents et qu'il y ait une communication qui se passe entre les différents acteurs. Et ce qu'on pense avec Laurent, c'est que la TradeTech, tout l'écosystème pourra se renouveler grâce aux compagnies de la TradeTech. Alors, je vais définir ce qu'est la TradeTech. La TradeTech, c'est vraiment toutes les solutions technologiques innovantes, on va dire, liées au trade finance et à la supply chain, donc au commerce international. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Là, on voit donc tous les acteurs, importateurs, exportateurs. On a les banques, bien sûr, qui jouent le rôle de financement. On a tout ce qui est logistique, les transitaires, les douanes, bien sûr. Voilà. Et puis les assureurs qui sont dans cette chaîne de valeur. Et selon nous, tous ces acteurs vont avoir une réelle modification de leur métier grâce à la transposition donc, du MLETR et à la digitalisation de ces documents qui aujourd'hui sont très, très papier. Oui, non, ce qu'il faut juste ajouter, c'est que donc on voit qu'il y a des chaînes de transmission d'informations et de données financières et commerciales qui sont complexes, qui impactent beaucoup d'acteurs, et que dans cette reconnaissance des supports digitaux au tribunal, puisque quand on transpose en loi, eh bien, l'impact, c'est bien ça, c'est que on puisse s'en servir dans le cas d'un litige. Ça va certainement, et on en parlera un petit peu tout à l'heure, créer des opportunités pour beaucoup d'acteurs, et notamment la TradeTech, qui va aider toute cette chaîne de valeur à se digitaliser encore plus et à changer ses processus internes de gestion, de rapprochement et de paiement. Exactement. Alors, on a une question, ce modèle simplifie bien des choses, dommage qu'elle ne soit pas obligatoire pour tous les États membres. En fait, c'est pas que c'est obligatoire, ça prendra du temps et c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, il va falloir que ça soit adopté progressivement et transposé dans les différents États. Mais l'idée, c'est bien ça, c'est que justement, il y ait une harmonisation et une sorte de standard qui existe. On peut rentrer un petit peu plus dans le détail dans les slides suivantes. Julien, tu veux commenter un petit peu justement qui va être impacté? Oui. Alors, les premiers acteurs impactés, c'est l'importateur et l'exportateur finalement. Eux, grâce à la digitalisation des documents transférables, ils vont pouvoir avoir une vision en temps réel, si tu veux, de leurs marchandises, où elles se trouvent. Ils vont pouvoir gagner du temps. Ils vont pouvoir trouver des financements, notamment. Aujourd'hui, il y a toutes
petites entreprises exportatrices, notamment en France, qui ont beaucoup de difficultés à trouver des financements ou des préfinancements en fait. Donc l'idée, c'est que grâce à la digitalisation du commerce international, il va y avoir des nouveaux moyens de paiement ou des paiements, des moyens de paiement qui étaient inusités, je dirais, parce que trop papier. J'ai en tête la lettre de change relevée internationale et les billets à ordre, par exemple. On pourrait faire renaître ces deux instruments pour financer justement l'économie réelle, importateur et exportateur. Donc bien sûr, après, en impact, il y a les banques. Les banques, c'est très simple. On va voir, si tu veux, une simplification des process, une automatisation des process qui va leur permettre de gagner du temps. Aujourd'hui, un back-office qui cherche, par exemple, sur les documents, s'il y a des irrégularités, demain, tout sera ossérisé, voire complètement digitalisé, et donc elles vont forcément gagner du temps. Il y a aussi un effet très bénéfique pour elles, c'est que tout ce qui est lutte contre le blanchiment, lutte contre le terrorisme, KYC, etc., ça sera facilité, amélioré. Lutte contre la fraude, hein, par exemple la présentation de double facture, comme on a pu le voir sur Greens Hill à Singapour, où finalement la facture était financée 2 fois parce qu'elle était présentée à 2 établissements bancaires différents. On voit bien que si on a une facture complètement digitalisée à un endroit donné, ben on saura si elle est déjà financée ou pas. Donc, on évitera la fraude. Après, il y a tout ce qui est pour le rôle simplification pour les transits, les transporteurs, que ce soit maritime, aérien, routier, puisque ça va être complètement digitalisé, automatisé. On va accélérer les flux et on aura une vision en temps réel. Et puis, bien sûr, tous les éditeurs de solutions, hein, la TradeTech a un vrai rôle à jouer pour justement aider à accélérer à la fois les banques et proposer des nouvelles solutions pour les importateurs et les exportateurs. Pardon. Et puis, bien sûr, il y a tout le volet juridique, hein, par exemple, hein, les experts techniques, les sociétés de conseil qui pourront aider leurs clients dans cette transformation. Donc, pour moi, ce n'est pas un seul métier, enfin, c'est un métier entier, mais avec beaucoup d'acteurs qui va être complètement transformé. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Non, sauf s'il y a des questions, on laisse toujours un petit peu de temps pour que vous posiez vos questions, mais si on n'a pas, on avance. Alors, j'ai pas parlé des assureurs, eux aussi, hein, bien sûr, ont un vrai rôle à jouer. Un petit peu comme dans l'open banking, j'en ai pas parlé, mais j'en parle brièvement. L'open banking est basé sur la DSP2, la directive des services de paiement, une ouverture qui arrive avec la DSP3. On envisage dans notre groupe de travail d'essayer en fait de faire une directive du trade finance en fait, pour essayer justement qu'il y ait un meilleur partage des données. Et ce meilleur partage des données en fait pourra faciliter justement les assureurs, par exemple, à avoir une meilleure vision sur les exportateurs, sur les différents acteurs en fait. Ouais, à partir du moment où les documents auxquels est rattaché soit de l'argent, soit de la marchandise, et donc ce sont des documents qui représentent ces marchandises dans le cadre de transactions commerciales à l'international, à partir du moment où ces documents sont transférables et ils sont reconnus comme tels sous forme de données dématérialisées, sous forme de data, dans un flux de données, on a une vue en temps réel de ce qui se passe. Donc l'assureur, lui, il est impacté puisque la propriété va changer de main et il aura ça en temps réel, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc ça va beaucoup impacter d'abord son risque, la façon dont il gère ce risque et la façon dont il transfère à un autre assureur le risque, puisqu'il y a eu un transfert de propriété et il le sait instantanément, puisque c'est de la donnée dématérialisée, c'est plus du papier qu'il faut aller rechercher dans une pile de papier chez un transitaire. Donc voilà, et ça répond peut-être en partie à la question de Tuan précédente hein, sur c'est les normes qui existent déjà, UN et DIFACT. En fait, je ne saurais pas expliquer la différence, toi Julien peut-être, mais en tout état de cause, ce qui va être très différent, c'est cette notion de transférabilité et de vue temps réel justement de ces transferts de propriété, transferts de risque qui vont déclencher des flux financiers automatiquement. Et c'est là où il y a toute une gamme, enfin c'est là où réside l'opportunité finalement, c'est sur justement l'intégration
ces notions de temps réel et de transfert instantané pour déclencher automatiquement des paiements, des rapprochements et toutes sortes de processus qui vont être impactés chez les différents acteurs. Mm. Alors pour moi, UN et DeFact, c'est pas sur les documents transférables, c'est sur les documents, en effet, du commerce international. Et il y a notamment des initiatives, alors je ne me souviens plus le nom, sur tout ce qui est routier, parce que c'est en Europe, il y a une initiative européenne là-dessus, qui utilise justement ce standard UN et DeFact. On pense que ce n'est pas suffisamment large pour couvrir tout ce qui est documents transférables pour l'instant. Mais ça peut être une bonne base. Il y a aussi d'autres directives comme FIDA, par exemple, Financial Data Access, où il y aurait un partage des données sur lesquelles on pourrait s'appuyer. Mais aujourd'hui, on est vraiment en phase de réflexion pour justement pouvoir vraiment digitaliser complètement le commerce international. On va avancer. Oui, on a pris un petit peu de retard. Sauf s'il y a des nouvelles questions. Bon, les opportunités, j'en ai déjà un petit peu parlé. Je ne sais pas si on rentre plus dans le détail. Non, sauf s'il y en a qui vous intéressent particulièrement, vous pouvez nous poser la question. Mais bien entendu, dans les opportunités qui se présentent, soit pour la trade tech, soit pour, encore une fois, toutes les entreprises qui accompagnent les acteurs du marché, les banques, les exportateurs, les importateurs, les gens qui financent, les gens qui transportent les marchandises. Là-dedans, bien entendu, il y a la conduite du changement à opérer et à planifier, puisque il y a beaucoup de métiers qui n'avaient pas évolué depuis très longtemps, qui vont devoir évoluer rapidement. Alors peut-être revenir sur le point 10, parce que c'est peut-être celui où j'ai le moins insisté. À mon avis, il y aura des opportunités business avec l'amélioration de la chaîne de valeur sur tout ce qui est DLT, smart contract, tokenisation de créances. On voit déjà des sociétés qui commencent à travailler là-dessus, alors plus à l'international qu'en France. Mais selon moi, il devrait y avoir des changements de ce côté-là dans les prochaines années. Ça a déjà commencé et il y a des annonces qui ont été faites là récemment. Il y a bien entendu, il y a PayPal qui a annoncé la création de son propre stablecoin de façon à justement faciliter les échanges retail, enfin B2B, B2C, qui sont gérés par PayPal grâce à des stablecoins de façon à réduire les coûts des transferts internationaux et à les accélérer. Donc, on voit déjà qu'il y a un impact sur le commerce retail dans un premier temps, mais le commerce de gros aussi va être très impacté. Je te relaisse la main. Oui, donc en fait, où se situent les gains de productivité qui vont pouvoir être générés grâce à cette digitalisation et ce temps réel et ce transfert de données et cette vue instantanée de ce qui se passe, et bien entendu sur la notion de gestion du risque. Là, il va y avoir probablement un meilleur contrôle et une amélioration de la lutte contre la fraude, puisqu'on va avoir une centralisation et une exploitation en temps réel qui peut être appuyée par de l'IA pour anticiper et détecter la détection de fraude. Donc là, il y a des gros sujets à traiter. C'est pareil pour la conformité. À partir du moment où on a une vue en temps réel des transferts de propriété liés aux documents, mais on le voit à travers la data, et bien là, on va avoir bien des sujets à traiter sur justement le contrôle conformité et le rapprochement de la donnée plutôt que du document papier. Donc là, c'est pareil, il y a des équipes qui vont devoir traiter ça différemment et ça va apporter des gros gains de productivité. Et donc, bien entendu, une réduction de tous les délais administratifs de traitement, une accélération des flux financiers, mais aussi des flux probablement de marchandises, puisque très souvent, ils sont un peu ralentis, notamment au niveau des douanes ou au niveau de certains contrôles, par le papier. Donc là, tout va s'accélérer, et ce qui est bon, ce qui est bien.
Au niveau des paiements, à partir du moment où on a une vue en temps réel des transferts de propriété, on va pouvoir déclencher des paiements automatiquement. Donc là, il y a beaucoup d'entreprises qui vont accélérer leur projet d'intégration de services de paiement. Qu'est-ce que c'est l'intégration des services de paiement? Eh bien, c'est qu'aujourd'hui, les banques vous permettent, à travers des API corporate ou à travers ce qu'on appelle de la banque as a service, de la banque en marque blanche, d'intégrer et de faire appel à des services de paiement fournis par des prestataires de services de paiement ou des banques, et d'intégrer ça dans votre système d'information pour que, en fonction d'un certain contexte, on puisse déclencher un paiement avec, bien entendu, des workflows d'approbation si nécessaire. Mais en tout cas, on fait rentrer la banque dans le système d'information plutôt que de faire envoyer des données vers la banque à partir du système d'information. Là, on n'envoie plus des fichiers de virement à exécuter. On exécute directement l'ordre de virement ou de prélèvement ou de paiement pour aller chercher de l'argent, parce qu'aujourd'hui, on peut faire de l'initiation de virement. On traite ça directement depuis son SI avec un opérateur qui va gérer un dossier, traiter un dossier. Il va voir en temps réel que le transfert de propriété a bien eu lieu et il va pouvoir approuver le paiement ou bien un robot va le faire puisque le contexte sera réuni pour pouvoir l'autoriser. Voilà, donc il y aura toute cette automatisation et ça va permettre beaucoup d'innovation. Et encore une fois, Julien en a parlé, mais on insiste un peu là-dessus. On va pouvoir utiliser des DLT, c'est-à-dire des registres blockchain et décentralisés qui vont permettre à plusieurs acteurs de vérifier la même information en temps réel puisqu'ils auront exactement la même info. Et c'est une information qui sera immuable, enregistrée sur une blockchain. Et à partir de cette vérification décentralisée, pouvoir autoriser des paiements ou des transferts de propriété. Tout ça, ça va être automatisé dans des smart contracts. On peut utiliser des stablecoins qui sont adossés à des monnaies de banque centrale de façon à rester stable et à ne pas fluctuer avec un cours aussi stable que celui de la monnaie de banque centrale. Et puis, on va pouvoir aussi tokeniser des transactions, des marchandises, du financement, de la dette. Et là, c'est important puisque à partir du moment où on tokenise, eh bien, on est capable de finalement découper un montant en plein de petits montants de façon à le rendre utilisable et finançable par le retail. Donc là, on va pouvoir donner accès à des nouvelles sources de financement à des gens qui en ont besoin dans le cadre de leurs transactions internationales. Les processus, eh bien, c'est pareil, là aussi, énormément de process vont devoir changer. Le temps réel va apporter beaucoup d'opportunités pour optimiser certains process. Et puis, ça, bien entendu, quand on a optimisé les processus, qu'on est en temps réel, qu'on a une vue bien plus flux tendu sur ce qui se passe, eh bien, on peut améliorer sa gestion de la trésorerie et ses besoins de son BFR de façon à obtenir un meilleur financement. Donc, quand on a un meilleur calcul du risque, des moyens de paiement automatiques, eh bien, ça a des forts impacts sur les... Et puis, on est capable aussi de gérer du multidevise et du transfert international grâce à des stablecoins très rapidement. On est capable d'améliorer sa gestion de la trésorerie quand on fait des gros volumes de transactions. Tout ça, ça se traduit par des gains de productivité importants, une optimisation de tous les processus. Et c'est là où, avec nos expertises, Julien et moi, soit dans le commerce international, soit dans le paiement, soit dans les blockchains et les cryptos, on est capable de vous apporter un accompagnement qui pourrait vous aider à imaginer tout ça, à imaginer tous vos gains de productivité. Je te repasse la parole, Julien, pour parler de l'écosystème TradeTech dans les slides suivantes. Oui, merci Laurent. J'espère que j'ai suffisamment de bande passante parce que des fois ça coupe un petit peu, mais voilà. Donc juste pour vous présenter un petit peu qu'est-ce que la TradeTech. Alors ça fait partie en fait du rapport qu'on a remis au mois de juin. L'idée c'était de catégoriser environ 200 fintech dédiés au trade finance et à la supply chain en fonction de 3 phases. La première phase, c'est vraiment toutes les techs qui sont en amont, je dirais, de l'envoi des marchandises. Donc, c'est la phase 1. Donc, on voit quelques noms.
spécialisés, des Français et des étrangers, c'est 50-50 à peu près. La phase 2, c'est la gestion de l'acheminement des marchandises et son suivi par des entreprises technologiques. Et la phase 3, c'est donc la finalisation de la transaction avec le financement, par exemple. Peut-être donc sur la phase 1, tout ce qui est scoring, il y a des sociétés de scoring comme Trading, portail et suivi d'émissions de transactions, demande de cotation, final Multigram par exemple, sur toute la gestion des garanties via Link, Trésor 2, Pythéas, c'est tout ce qui est titrisation, cession de créances, donc plutôt du financement, comme Demica, C2FO, TradeShift, qui a récemment signé un partenariat avec HSBC, Congo, qui fait aussi du financement, et Lester, qui fait du suivi de tracking de containers, par exemple, pour savoir si le bateau s'est arrêté dans un port à embargo, et donc de faire plutôt sur la conformité, en fait. Le slide suivant, c'est un focus sur les éditeurs de solutions. Donc là, on voit tous les éditeurs de logiciels qui sont référencés sur tout ce qui est trade finance. Les deux plus gros. J'ai l'impression que ta bande passante peine un petit peu. Si tu veux couper ta caméra, ça facilitera peut-être la présentation. Excuse-moi, ça a Oui, coupé. je t'invite à couper ta caméra parce que j'ai l'impression que tu manques un peu de bande passante. Ok. Voilà, là, c'est les deux grands éditeurs, comme je disais, Surcomp et Finastra, avec lesquels on travaille avec Laurent. Et bien sûr, Intellect Design, Oracle, Infosys, qui sont dans les plus grands providers avec qui on a des relations assez souvent. Alors, je passe un peu rapidement, sauf si vous avez des questions. Sur des cas d'usage, donc j'ai référencé en fait 4 cas d'usage. Baiko, c'est vraiment comment fluidifier la chaîne logistique. Donc, c'est une solution qui permet en temps réel de savoir où sont ces marchandises et qui permet aussi d'avoir des financements. Nous avons Congo, qui propose de la liquidité, qui était d'abord sur un secteur plus de commodity, matières premières, mais qui maintenant offre ses services de toute taille. Et notamment, ils sont en train de lancer, et c'est ce qui pourrait arriver en France, des financements simplifiés, je dirais, avec des billets à ordre, donc qui vont être mis en place rapidement. Trade Trust, c'est une solution, en fait, une marketplace qui est basée à Singapour et qui permet en fait toute la traçabilité des opérations, de dédouanement, de suivi de transactions, de financement. Et enfin, TradeTech, c'est une marketplace qui permet d'accéder au marché secondaire, en fait, et qui tokenise des créances de commerce international et qui permet de les distribuer pour qu'elles soient rachetées par des asset managers. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas que des banques qui peuvent financer une opération, mais on a aussi des parties, des asset managers ou des fonds de pension ou d'autres personnes qui peuvent participer au financement en fait, des transactions, avec des tickets beaucoup plus petits en fait. Très bien, merci Julien. On va poursuivre. Donc, il y a une question sur le commerce aérien qui n'est pas pris en compte, qui serait pris en compte ou pas. Je ne sais pas si tu veux l'adresser maintenant ou on la garde pour tout à l'heure. En fait, le commerce aérien, je vois mal la question, parce que le commerce international, ça recoupe tous les modes de transport, qu'ils soient maritimes, routiers, aériens. Et du coup, si, c'est complètement dans le cadre, en fait. Enfin, ça fait partie des documents transférables électroniquement. D'accord, merci Julien. Ouais. Tu veux ajouter quelque Non, chose? mais
En fait, au même titre qu'une facture électronique, on n'a pas besoin que ça soit transférable ou de savoir à qui appartient la facture, en fait. Et dans le domaine aérien, les titres de transport aérien ne sont pas comparés à ce qu'on appelle un bill of lading ou un connaissement maritime pour le transport de marchandises. Donc, si ça ne répond pas à votre question, Melvin, n'hésitez pas à nous interpeller directement. Vous aurez nos coordonnées à la fin de la présentation. Et puis, on pourra, de toute façon, il y aura un suivi de ce webinaire où vous recevrez un lien vers le replay et vous pourrez communiquer avec nous directement. Donc, comment tirer profit de cette transformation du commerce international et sa digitalisation qui va être accélérée? Bien entendu, il faut s'y prendre à l'avance. Donc, il y a des POC qui sont en cours et sur lesquels on est impliqué avec des opérateurs de la trade tech et des banques. Il y a certains opérateurs de la chaîne de valeur, que ce soit des assureurs ou des banques, qui testent des solutions qui vont leur permettre de changer leur processus plus efficacement, plus rapidement. Donc là, on est dans des phases de cadrage où il faut définir ses objectifs business, il faut vérifier l'impact sur les métiers, bien entendu, donc il faut impliquer les métiers. Il y a des interviews, des entretiens qui sont conduits avec les différents managers et les opérateurs. Et puis après, on modélise un petit peu tout cet impact et ces gains de productivité qui peuvent être anticipés. On définit des KPI. Et puis ensuite, on se lance dans la planification du projet et sa mise en œuvre avec la sélection des partenaires technologiques. Et là, il faut bien les connaître et c'est là où notre connaissance approfondie de ces écosystèmes FinTech, TradeTech, AssureTech et RegTech permettent de gagner du temps. Finalement, on peut vous faire gagner beaucoup de temps et sécuriser vos choix de partenaires et de prestataires. Donc cette connaissance du marché est importante et puis il faut que vous l'appropriez d'une façon ou d'une autre, hein, soit en faisant travailler vos équipes internes, soit en vous appuyant sur des ressources externes qui ont déjà cette connaissance. Ensuite, une fois qu'on a la connaissance, qu'on a fait ses choix, eh bien, il va falloir négocier avec ses partenaires et ses prestataires. Et là, à nouveau, en ayant conduit pas mal de consultations pour des services de paiement, pour de la banque as a service, pour différents types de prestataires techniques structurants, on a une connaissance des prix de marché, on sait ce qui est négociable ou pas, et on est capable de vous accompagner là-dessus aussi, en vous faisant gagner du temps et puis en faisant surtout économiser à long terme beaucoup d'argent en ayant bien négocié les contrats, que ce soit sur les aspects contractuels juridiques, d'entrée, de sortie, etc., ou l'exclusivité, ou que ce soit sur les tarifs. Eh bien, et une fois qu'on a fait ces choix de partenaires, il va falloir les mettre en œuvre, il va falloir intégrer leurs services dans votre système d'information, dans vos processus et conduire le changement opérationnel au sein des équipes. Et là, eh bien, on fait intervenir des product owners qui sont spécialisés dans le produit lui-même, de façon à l'intégrer de la meilleure façon dans vos opérations et dans votre système d'information. Des product owners qui sont liés au commerce international et qui connaissent ces métiers, ou bien liés au paiement quand il faut intégrer des services de paiement. Ensuite, il y a les intégrateurs qui vont intégrer les services à travers des API, des connecteurs entre deux systèmes d'information pour aller pouvoir déclencher les actions chez les prestataires et récupérer de l'information comme quoi tout s'est bien passé ou pas. Et puis, il y a le conseil réglementaire, parce que parfois, ça touche, comme Julien le disait en début de présentation, pas mal de codes financiers, de codes de loi, en fait. Et il faut faire attention à ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas et la façon dont on le fait. Donc ça, c'est important aussi d'être bien accompagné là-dessus. Et puis, il y a tout le pilotage de votre projet, avec bien entendu des phases normales de POC, d'études d'impact et de conduite du changement pour que tout le monde s'approprie ces nouveaux outils. Donc ça, c'est notre domaine d'intervention, mais c'est ce que vous aurez à faire quoi qu'il arrive, quelle que soit la façon dont vous gérez vos projets. C'est assez standard finalement. Donc le paiement, on en a déjà parlé, je ne vais pas m'attarder là-dessus, hein, mais ça va servir l'intégration de services de paiement. En fait, il y a une opportunité aujourd'hui puisque beaucoup de vos processus vont être digitalisés
pour faire des rapprochements automatiques et pouvoir déclencher des paiements automatiquement, que ce soit pour aller chercher de l'argent ou pour en payer. Vous aurez une vue en temps réel de ces paiements, ce qui va vraiment être intéressant pour votre direction financière d'un point de vue gestion de la trésorerie. Et puis, vous allez pouvoir exploiter mieux la donnée de paiement, l'anticiper. Une fois que vous connaissez, vous avez une vue temps réel de tout ça. J'ai pas Exploiter cette donnée de paiement, utiliser de l'intelligence artificielle si nécessaire, vous en servir pour de l'acquisition de clients ou pour de la fidélisation de clients, ou bien, voilà, c'est très riche la donnée de paiement, donc vous pouvez vous en servir de façon intéressante, puisque vous avez la main dessus une fois que vous avez intégré les services. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à faire en interne ou en externe avec le paiement intégré. Et ça fait partie des projets de modernisation de votre système d'information et de digitalisation. Donc, pour faire ces choix structurants, hein, puisque c'est réglementé, une fois que vous avez choisi des partenaires paiement, c'est très dur d'en sortir puisque vos clients sont impactés directement pour payer ou pour être payés. Et là, il faut bien vérifier la couverture fonctionnelle, il faut bien vérifier que les partenaires peuvent vous fournir les services dont vous avez besoin, que ce soit du change, du multidevise, de la blockchain, des stablecoins. Il faut vérifier ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire, ce que leur licence réglementée leur permet de faire ou pas dans les territoires dans lesquels vous travaillez. Donc, il y a des notions de périmètre géographique, de périmètre fonctionnel qui se recoupent et de périmètre réglementé. Et puis après ça, bien entendu, les outils sont plus ou moins faciles à utiliser, plus ou moins ergonomiques, plus ou moins efficaces, stables, fiables. Et là, c'est très important aussi de faire les bons choix. Voilà. Et puis vos prestataires, vos partenaires, hein, que vous allez choisir dans la TradeTech ou dans la FinTech, vont aussi vous proposer différents modèles économiques et différents contrats. Et là, c'est impactant, c'est structurant aussi pour votre propre modèle économique, votre propre rentabilité et la flexibilité que vous aurez à changer de partenaire ou pas. Donc voilà, ce sont des points très importants, des bonnes pratiques, il faut absolument les prendre en compte et les gérer dans vos projets. Voilà, on arrive en fin de présentation, il reste quelques minutes pour des questions. Si vous en avez, c'est le moment de nous les poser. Et si vous ne souhaitez pas les poser dans le chat pour diverses raisons, vous pouvez nous appeler et nous contacter par email de façon à ce qu'on puisse répondre à vos questions dans la mesure du possible et puis étudier avec vous des possibilités d'accompagnement si vous sentez qu'on a la capacité de vous faire gagner du temps, de l'efficacité et de sécuriser vos projets. Voilà, donc n'hésitez pas à nous interpeller. Vous avez aussi, je répète ce que j'ai dit pour ceux qui n'étaient pas là en début de présentation, que vous avez un lien en haut de l'écran pour prendre un rendez-vous directement dans mon agenda et je ferai passer les rendez-vous à Julien, si c'est lui l'expert dont vous aurez besoin. On travaille en binôme et on sera ravis de répondre à vos questions. On arrive là à la fin du webinaire. N'hésitez pas à communiquer avec nous directement. Prochain webinaire sera annoncé sous peu, probablement autour du 5 ou du 7 novembre. Et le sujet vous sera annoncé aussi sur LinkedIn, par moi-même et puis par Julien si on intervient ensemble sur la prochaine présentation sur un sujet qui nous tient à cœur tous les deux. Voilà, merci beaucoup Julien, merci pour ton précieux partage d'informations. Et puis, Merci Laurent pour l'invitation. voilà, on est à votre disposition tous les deux. On reste en ligne quelques instants si vous avez des questions tardives qui vous viennent à l'esprit. Et puis sinon, on va libérer la salle dans quelques minutes, juste avant 14 heures. Donc n'hésitez pas, on est là et on peut nous interpeller. Et sinon, bon après-midi, bonne journée, bonne semaine. Et merci pour votre attention. On est
on est aussi preneur de votre feedback. Si vous avez bien entendu des points à nous souligner pour qu'on améliore la qualité, le contenu, le déroulé, le mode de présentation aussi, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Eh bien, merci pour vos remerciements et vos commentaires. J'espère que ça a été instructif. On est là pour partager toute cette connaissance et tout ce contenu et vous aider à avancer dans vos sujets, dans vos préoccupations, dans vos projets. Merci à tous. On va libérer la salle puisqu'il n'y a plus beaucoup de questions. Je vous donne rendez-vous dans un mois et n'hésitez pas à me suivre et à suivre Julien sur LinkedIn pour de nouvelles aventures et de nouveaux partages de contenu le plus pertinent possible. Bonne fin de journée. Au revoir à tous. Merci. Au revoir.